Bonjour et bienvenue dans d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramu que je lis depuis déjà quelques temps, dont je lis les chapitres évidemment dans l'ordre, et j'en suis au chapitre 3 de la deuxième partie. Auparavant, Antoine Pont, un des hommes qui s'était retrouvé coincé sous l'éboulement de d'Herborance, est remonté à la surface, il est redescendu même vers le village où il a fait peur aux gens, il a retrouvé la vie après 2 mois dans les décombres, et son épouse, Thérèse, comment va-t-elle réagir à son retour? C'est ce que l'on va lire dans ce chapitre 3 que je vais lire en le commentant un peu, sans faire de coupe dans ce que je vais dire, donc il y aura peut-être des choses qui parfois flotteront un peu, mais lisons donc le chapitre 3 de d'Herborance de Ramu dans la deuxième partie du livre. Thérèse était montée ce soir-là jusqu'à un petit jardin qui appartenait à sa mère et était situé un peu au-dessus du village, pas très loin du chemin qui mène à d'Herborance. Car elle avait quand même continué à vivre, et le petit aussi était vivant en elle. Elle continuait à vivre. On voit à nouveau ces changements de temps pour dire la même chose pourtant. Elle avait quand même continué à vivre. Plus que parfait, elle continuait à vivre. On redit les choses maintenant dans un passé. Elle était debout, elle allait, elle venait, elle avait même recommencé à travailler. Il y a maintenant 8 veuves et 35 orphelins au village. Mais elles vivent, et eux aussi. C'est comme ça. L'arbre qu'on fend par le milieu se cicatrise. Alors voilà, la métaphore du travail, toujours chez Ramu, du concret, de la vie quotidienne des gens. L'arbre qu'on fend par le milieu se cicatrise. Le cerisier qui est blessé élabore une gomme blanche dont il recouvre sa blessure. Elle était seulement un peu tirée et maigre, et un peu pâle sous son hâle, étant tout habillée de noir. Elle se baissait, elle se redressait. Quand elle se penchait en avant, elle sentait son enfant remonter contre sa poitrine. Mon Dieu, pensait-elle, heureusement qu'il est là, lui. Et lui, du moins, ne m'a pas quitté, et lui, il m'est resté fidèle. L'enfant lui tenait compagnie, et elle se consolait dans sa solitude avec lui. Mais tout à coup, la pensée lui venait qu'il n'allait pas avoir de père. Qu'est-ce que nous allons devenir? Elle se fatiguait vite. Quelques coups de fossoir, bien qu'elle fût forte, suffisaient à l'essouffler. Il n'aura que moi pour l'élever, moi qui suis seule, moi qui suis femme. On passe du récit aux paroles intérieures, parce qu'il n'y a pas de signe de ponctuation qui nous indique quoi que ce soit ici. Moi qui suis femme, la nuit commençait à venir. On voyait qu'elle allait venir plus tôt qu'à l'ordinaire parce que le temps était orageux. La fatigue avait obligé Thérèse à se redresser, et les mains sur le manche du fossoir, elle voyait en face d'elle, au-dessus des grandes montagnes, le ciel qui devenait tout noir, juste à la place où le soleil s'était couché, un moment avant, y ayant éteint ses belles couleurs, comme quand on enfonce une torche enflammée dans du sable. Puis, un homme passe au-dessous d'elle sur le chemin, et il passe encore une femme qui se dépêche de rentrer. Puis, il n'y a plus personne, pendant que l'air noircissait de plus en plus autour de Thérèse, comme quand on dissout de la couleur dans de l'eau. Toujours ces comparaisons qui viennent donner du concret, donner du vécu
à ce qui se passe et qui est peut-être pas si ordinaire que ça. Les buissons qui étaient en travers de la côte semblaient fondre d'en dessous comme du beurre sur le feu. Toujours la comparaison ici. C'était bien le moment de rentrer, elle aussi, mais elle était sans courage. Elle n'en avait pas assez pour se décider à rien, et même pas assez pour bouger, restant là, à demi baissée, sans un mouvement, sous le ciel noir. Et c'est alors qu'elle avait cru voir quelque chose. C'était quelque chose de pâle qui s'était déplacé, un peu en avant d'elle, derrière les buissons. Et là, le paragraphe ne se termine pas par une comparaison. Ce quelque chose reste très vague, pâle, se déplaçant, et c'est tout. Seulement dans son état, il arrive souvent qu'on croit voir des choses qui ne sont que dans votre tête. Il y a un peu de dérangement dans vos idées, on a des envies, entre guillemets. On a le goût qui est faussé. On ne distingue plus toujours bien entre ce qui existe et ce qu'on s'invente à soi-même. Elle regarde encore, elle regarde plus attentivement. Il y avait, à nouveau, changement de ton, elle regarde. C'est là, maintenant, il y avait, on revient à l'histoire qu'on nous raconte, il y avait quelque chose, à nouveau quelque chose de blanc qui a bougé de nouveau derrière les buissons, à une 50aine de mètres en avant d'elle. C'était venu on ne sait d'où. Tout ça est bien mystérieux. C'était comme, là on retrouve des comparaisons, c'était comme suspendu en l'air, parce que justement les branchages en cachaient la partie d'en bas. Elle cherchait à se raisonner, elle se disait, qu'est-ce que c'est? Elle se disait, c'est un voisin, mais un voisin a des souliers à clous qui font du bruit. Or, la forme, là-bas, était parfaitement silencieuse. Elle glisse de côté, c'est tout. Ça bouge et puis c'est immobile. Quelque chose de fantomatique dans cette forme qui bouge sans bruit. C'était comme le haut d'un de ces bons hommes fait de 4 branches et d'une vieille chemise qu'on met dans les jardins pour faire peur aux moineaux. Et toute cette phrase-là, pour parler de ce qu'on appelle un épouvantail, ici. Mais c'était comme, on utilise quand même cette comparaison. On décrit de manière précise à quoi ça ressemble, sans comprendre ce que c'est. Seulement cette chose blanche continuait à se déplacer, faisant de temps en temps un mouvement de bas en haut. Et voilà que peu à peu l'étonnement faisait place chez Thérèse à l'inquiétude, et l'inquiétude à la peur, parce qu'en même temps qu'elle regardait, il lui semblait sentir qu'elle était regardée. C'est un sentiment qu'elle avait, et qui a pris de plus en plus de force. Alors elle a lâché le manche de son fossoir qui tombe parmi les mottes. Elle n'a pas appelé, n'ayant plus de voix dans la bouche. La voix étant presque quelque chose qu'on mange, quelque chose de plus concret que ça en a l'air normalement. Son cœur faisait un bruit comme quand on heurte avec le doigt contre une porte et la porte ne veut pas s'ouvrir, alors on heurte toujours plus fort. Le cœur qui bat la chamade, comme on dit, qui bat très fort, mais comme si ça tapait à la porte, quelque chose veut entrer ou sortir. Et elle reste ainsi jusqu'au moment où une voix rauque était venue. Mais était-ce seulement bien une voix? On voit le surnaturel qui est là. Qu'est-ce que c'est? Et une espèce de tout d'où enfin quelque chose comme des mots était sorti. Et il lui a semblé qu'on disait « Est-ce toi, Thérèse ?» Mais déjà elle n'entendait plus rien parce qu'elle était partie en courant.
dans le chapitre précédent, les gens qui voyaient Antoine Pont revenir déjà s'en allaient en courant parce qu'il revenait, que c'était un revenant. Il commençait à faire des éclairs. Elle a été éclairée, elle court. Elle court encore, elle est éclairée. On voit tchac, tchac, les éclairs. Et avec ces répétitions qui vraiment accentuent ce présent, on a l'impression d'y être, de voir les éclairs, qui l'éclairent justement avec ce jeu sur les mots et les sons qui se répètent. Le chemin, alors, est comme un fil blanc dans l'herbe qui devient très vert, puis il n'y a plus d'herbe ni de chemin. Elle continue à courir. On lui a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle voit qu'elle a monté l'escalier. Elle ne se rend plus compte de ce qu'elle fait, donc. Tout à coup, le feu brille devant elle sur le foyer dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Thérèse ?» Elle s'était laissée tomber sur le banc, sans répondre, tenant ses mains l'une contre l'autre, entre ses genoux rapprochés. On entendit, au loin, le roulement du tonnerre. « Et ton panier et ton fossoir ?» Il continuait à faire des éclairs. Il y a une fenêtre en face d'elle dans le mur de la cuisine. Aussitôt, il n'y en avait plus. Une fenêtre d'un blanc éclatant qui se fait et défaite se refait. Elle est éclairée, ne l'est plus. L'est de nouveau. Cette vision avec les éclairs, les tonnerres, l'orage, qui fait qu'on la voit de l'extérieur, on ne la voit plus, il y a un flou qui s'installe. Oh! Et là, tout d'un coup, un oh. On la voit, elle tend la tête en avant, on ne la voit plus. Oh! Il va être mouillé, a-t-elle dit tout à coup. Il? Mais qui? Cette chose blanche dont on parlait avant, peut-être. Elle a dit, si c'est lui. Tout d'un coup, tiens, cela pourrait être cette forme. Cela pourrait être cet homme que pourtant elle croit mort, que tout le monde croit mort. On a dit qu'elle était veuve, que l'enfant n'aurait pas de père. Elle a dit, c'est que c'est lui et c'est pas lui. Oh, a-t-elle dit, ils ne peuvent pas être mouillés. La pluie leur passe au travers, les pauvres, et ils ne sentent pas la pluie. Elle croit donc bel et bien que c'est un fantôme, que c'est un mort, un revenant. Alors, on voit Philomène qui lève les bras et les laisse retomber, car elle est éclairée, elle aussi. Vous voyez cette image vue de l'extérieur, vraiment comme à travers une sorte de caméra, on voit l'éclair et il y a quelque chose de très cinématographique là. On voit la scène et on l'imagine d'emblée comme dans un film. Toute la cuisine est éclairée à nouveau, ces jeux de lumière qui sont là. Toute la cuisine est dans la nuit. Tout d'un tac, jour, nuit. On est dans ce changement permanent. Le feu a le temps de redevenir rouge avant de disparaître à nouveau. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh oui, dit-elle, tu sais bien. Elle ne semblait pas prendre garde à l'orage, ni même l'entendre, bien qu'il eût crevé maintenant en une grosse averse qui tapait sur le toit comme les pieds des danseurs sur le plancher du pont de danse. Quelque chose de joyeux tout d'un coup, les pieds des danseurs sur le pont de danse. Pourtant c'est l'orage. Mais l'orage, on sait ce que c'est, ça n'est pas un éboulement qu'on prend pour un orage comme c'était le cas auparavant. Oui, ce qu'ils disent, parce qu'elle élevait la voix à mesure que la pluie redoublait. Qui ? Ceux de Zamperon, ce qu'ils disent de Plon, le berger. Philomène hausse les épaules. Oh, c'est qu'il sait des choses, Plon, disait Thérèse, et puis il est vieux. Eh bien, il dit qu'il les entend la nuit, parce qu'ils sont en vie et ne sont plus en vie. Ils sont encore sur la terre et ils ne sont plus de la terre.
des zombies presque. Sont-ils vivants, ne le sont-ils pas? Voyons, dit Philomène, et toutes les messes qu'on a fait dire, une chaque dimanche pour ton pauvre mari et pour Séraphin. Oh, a dit Thérèse, ça ne suffit peut-être pas, c'est parce qu'on n'a pas assez prié, qu'ils sont encore, non pas vivants, mais qu'ils sont encore là, comme des personnages qui hantent les autres et qui n'ont pas accès au ciel, qui restent coincés sous la terre. Peut-être qu'il leur faut faire leur purgatoire, au lieu même où ils sont morts, étant morts sans sacrement. Alors, ils viennent jusqu'ici se plaindre à nous, se plaindre à moi. Elle parlait calmement. L'orage s'éloignait déjà, ayant passé derrière la montagne. La grosse pluie avait cessé, cédant la place à une petite pluie fine. Le feu était redevenu rouge, la lampe recommençait à faire sa lumière. Ils sortent parce qu'ils ont besoin de nous. Peut-être qu'ils nous voient et nous reconnaissent, bien qu'il ne soit plus qu'un peu d'air. Peut-être qu'il y en a un et qu'il s'ennuie de moi. Que dis-tu? Oh, dit-elle, je ne sais pas, seulement j'ai eu peur, parce qu'il ne pèse plus rien. Les éclairs s'étaient espacés, ils avaient changé de couleur. Ça s'en va. Est-ce que tout s'en va? Et ça passe. Mais c'est que tout passe. Il avait un corps et il n'en a plus. C'est le mystère de la mort ici. Mystère insondable, mystère qui reste absolu. Surtout quand le corps a réellement disparu, qu'on ne l'a pas retrouvé. Écoute, dit Philomène, si j'allais chercher Maurice Ninda, car on voyait qu'elle commençait elle aussi à avoir peur. On n'est rien que deux femmes ici, dit-elle. Il nous donnera un conseil. Elle se mouche, elle va chercher sa pèlerine dont elle s'enveloppe la tête et les épaules. Thérèse n'avait rien dit. Et Philomène sort. Elle reste accoudée, les bras sur les genoux. On entend le bruit de la petite pluie qui fait fin et doux sur le toit, comme beaucoup de pattes d'oiseaux. On n'entend plus rien. On entend le bruit d'une canne. On entend qu'on monte l'escalier d'un pas inégal. Maurice Ninda, c'est l'homme à la canne qu'on a déjà croisé. Il vient. Elle n'a pas bougé. Puis une voix d'homme lui a dit « Voyons, Thérèse. » Oh, disait-elle, la tête entre ses mains, secouant lentement sa tête, « J'ai pourtant bien vu. » Qu'est-ce que tu as vu? Lui. Maurice Ninda a dit « Où ça ?» Toujours cette économie des paroles. On n'est pas bavard dans ces lieux-là, dans ce livre-là. J'étais dans le jardin, c'était blanc, ça ne pesait rien. Vous savez bien ce qu'on raconte, vous savez bien ce que dit Plan. Qu'est-ce que vous en pensez, Maurice Ninda? Hein? S'il revenait quand même. Et ils ne touchent plus le sol parce qu'ils n'ont plus de poids. Ils ne font point de bruit. C'est comme de la fumée. C'est comme un petit nuage. Ça se déplace comme ça veut. Écoute, dit Maurice Ninda, il faudra avoir ça. Tu dis que c'était, oui, dit-elle, tout près du chemin. Écoute, dit Maurice Ninda, il ne faut pas te tourmenter, c'est peut-être bien ton état, et puis c'est tout. Vous n'aurez qu'à bien fermer. Et moi, écoute, eh bien, je vais aller voir. Et si je vois quelque chose, eh bien, je reviendrai vous le dire. Si je ne vois rien, je ne reviens pas. Il a dit, ça va. Oh, bien sûr, a dit Philomène. Comme ça, on sera tranquille. Elle n'avait rien répondu. Elle n'avait pas changé de position.
On a entendu le bruit de la canne qui s'est éloignée dans la nuit. Qu'a-t-elle vu? Qui a-t-elle vu? Évidemment, nous, on a des connaissances quand on a lu le chapitre précédent. Mais elle croit dans les superstitions aussi de cette époque-là, de ces lieux-là qui sont très importantes. Un revenant, un fantôme, et évidemment, elle a peur, et les gens ont peur de ces gens qui reviennent. Comment vont-ils être finalement accueillis? Comment va-t-il être accueilli, puisqu'il n'y a que Antoine Pont? Du moins, c'est le seul qui, pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, est ressorti de terre. Y en a-t-il d'autres? Encore coincés, encore vivants, on ne sait pas. Et donc, le chapitre 3 de la deuxième partie est terminé. Dans le chapitre 4, on retrouvera Antoine. Et retrouvera-t-il Thérèse? C'est ce qu'on verra dans la suite de Derborance de Charles Ferdinand.